Voilà, bonjour à toutes et à tous, hein. Donc on reprend cette journée sur les notions clés de l'éthique, avec cet après-midi un programme qui s'annonce également passionnant comme ce matin. Une première intervention de Paul Loup, donc Veille Dubuc, et Anne-Caroline Close sur la notion de souffrance. Ensuite, une intervention d'Amélie Petit sur la question des conflits de valeurs. Et puis je finirai cet après-midi par un petit aperçu sur la question des compétences. Voilà. Donc on rappelle quelques règles. Donc ceux qui ne parlent pas sont priés de couper leur micro. Donc a priori tout le monde l'a bien fait. Vous pouvez poser des questions dans le chat de discussion qui est à votre disposition sur la barre de droite. Et vous laissez les intervenants piloter le diapositive qui est présenté. Hein. C'est eux qui ont la main dessus. Voilà. Bonjour à tous. Alors, c'est une intervention à deux voix qu'on va vous proposer. C'est une présentation qui est aussi pour nous un point d'étape dans la rédaction d'un rapport qu'on essaye de finaliser sur les, euh, les, les stratégies interprétatives, je reviendrai sur les termes des professionnels du soin et de l'accompagnement face à leur souffrance dans le contexte du Covid. Donc, nous allons parler du concept de souffrance, mais notre objectif n'est pas de parler de la souffrance en général, il s'agira de parler de la souffrance à partir d'un contexte, celle des professionnels du soin et de l'accompagnement pendant le Covid. Et ce sujet, évidemment, nous inscrit dans une certaine compréhension de la souffrance comme sociale, comme souffrance sociale, c'est-à-dire liée à des conditions sociales. Autre point avant de commencer cet exposé, notre usage du concept de souffrance sera heuristique, c'est-à-dire que, excusez-moi, il s'agira avant tout de savoir ce que nous pouvons comprendre des positionnements éthiques et des compréhensions de l'éthique des professionnels à travers ce qu'ils nous disent de leur souffrance. Voilà. Donc on a mené une enquête dont Anne-Caroline Close, qui interviendra après moi, vous présentera les résultats. Mais avant ça, je vais vous proposer une introduction sur le contexte historique de toute réflexion sur la souffrance sociale et les questionnements épistémologiques et éthiques qui sont suscités par cette réflexion. Donc normalement, le plan s'affiche ou pas? Non. Voilà. Donc là, le plan s'affiche. Dans un deuxième temps, Anne-Caroline vous présentera les résultats de notre enquête à partir des entretiens que nous avons eus avec des professionnels du soin et de l'accompagnement pendant la première vague du Covid, et présentera également un modèle d'interprétation de ces résultats. Et enfin, si nous avons le temps, je reprendrai la parole à la fin sur le concept de souffrance éthique pour examiner la pertinence de son utilisation. Voilà. Alors, quelques éléments de contexte pour commencer et précisément, j'aimerais poser la question de savoir pourquoi la souffrance est un objet éthique, un objet pertinent pour l'éthique. Alors, le thème de la souffrance sociale, d'abord, a fait éruption en France dans les années 90, dans le langage des politiques publiques, selon une généalogie bien établie par Didier Fassin notamment. Vous pouvez, dans la bibliographie que vous avez à l'écran, voir l'article de Didier Fassin donc, sur la souffrance et l'écoute. Didier Fassin montre bien qu'avant que ne se formule une attention pour la souffrance sociale, il a fallu qu'émerge une catégorie essentielle qui est la catégorie de l'exclusion, qui permet de désigner des populations marginalisées, qui se trouvent durablement installées dans les marges de la société, voire quasiment en dehors de la société. Donc il dit bien que
Il a fallu qu'à une compréhension horizontale de la qu'à une compréhension verticale de la société constituée de hiérarchies, se substitue une appréhension horizontale de la société faite de liens sociaux plus ou moins forts et toujours susceptibles de se rompre, de se fracturer. À la même époque, donc, en 95, souvenons-nous que Jacques Chirac gagne l'élection présidentielle sur le thème de la fracture sociale. Et c'est dans ce contexte donc qu'il devient politiquement stratégique de formuler le problème de la souffrance sociale comme manifestation de l'exclusion. Il s'agit avant tout, face à des détresses humaines qui sont devenues tellement visibles dans la société qu'on ne peut plus les cacher. Donc, il y a un rapport, le rapport donc, Antoine Lazarus, publié en 95, qui s'intitule « Ces souffrances qu'on ne peut plus cacher », de reconnaître ces souffrances comme problématiques et de déployer des stratégies pour les contenir ou les soulager. Comment on va faire cela? On va créer des lieux d'écoute et d'expression de la souffrance. On va créer des lignes téléphoniques d'écoute de la souffrance destinées à des publics vulnérables, mais aussi des lieux d'accueil, d'aide et d'orientation pour des publics en souffrance, des publics variés, les personnes en précarité, les femmes battues, par exemple, pour citer deux exemples parmi une multitude d'autres exemples. La souffrance sociale devient un objet difficilement définissable, un objet diffus. Il est impossible de localiser la cause de cette souffrance sociale dans un type de comportement ou dans les traits caractéristiques d'une population, puisque précisément cette souffrance découle de la dislocation, du délitement des liens sociaux. Et la souffrance exprime finalement un malaise répandu dans toutes les coutures de la société, un malaise pensé comme contagieux, qui touche certes d'abord des populations particulièrement vulnérables, j'ai cité des exemples tout à l'heure, mais aussi par contagion les professionnels, les bénévoles qui tentent d'aider ces populations vulnérables. Alors évidemment, cette conceptualisation de la souffrance sociale, comme sociale, a reçu un écho fort dans la recherche en sciences humaines. Tout à l'heure, j'ai cité Didier Fassin, qui lui adopte une approche foucaldienne de la souffrance, foucaldienne au sens où la souffrance est analysée comme un concept qui justifie un ensemble de pouvoirs et de savoirs dérivant de ces pouvoirs. Mais il y a d'autres travaux qui s'essaient à conceptualiser cette souffrance. Donc je les ai cités dans la bibliographie. On pourrait parler de Christophe Dejour, évidemment, qui publie Souffrance en France en 1998, mais aussi du livre donc de l'anthropologue Arthur Kleinman avec Vinadas et Margaret Lock en 1998, donc Souffrance sociale, social suffering en anglais, ou des travaux qui tentent d'identifier les causes sociales et économiques d'une souffrance nouvelle. Donc, évidemment, Robert Castel est un sociologue qui a particulièrement travaillé sur ces questions. Il y a aussi le livre de Bourdieu, La misère du monde, qui est écrit. Alors, je ne l'ai pas mis dans la bibliographie et par conséquent, je n'ai pas la date en tête, mais dans les années 90, peut-être que quelqu'un peut chercher la date sur Internet et l'écrire dans le chat, parce que je viens de regarder pourtant avant cette intervention, mais ça doit être le trac et le stress qui me... Je sais plus si c'est 93 ou 98, peu importe. Alors, évidemment, c'est dans cette même dynamique donc, de la souffrance sociale qu'apparaît aussi le thème de la souffrance au travail, qui apparaît à partir des années 80, porté par les travaux de la psychodynamique du travail par Christophe Dejour. Le terme, l'expression souffrance au travail s'est imposée dans le langage courant. Et à la fin des années 90, apparaît donc ce concept de risques psychosociaux. Et à partir de là, on élabore des outils d'évaluation de la qualité de vie au travail, on promeut de nouvelles méthodes de management pour soulager cette souffrance au travail. Qu'on parle de souffrance sociale ou de souffrance au travail, le raisonnement est le même. La souffrance est pensée comme l'émanation d'un mal
ou d'un préjudice collectif situé dans le fonctionnement de la société ou dans celui de l'entreprise. Selon, encore une fois, Didier Fassin, mais dans un autre ouvrage, et un autre anthropologue, donc Richard Rechtman, donc dans un ouvrage intitulé L'Empire du traumatisme, à partir des années 80, il n'est plus possible, sans se trouver immédiatement suspect de vouloir occulter des préjudices collectifs ou de vouloir travestir des victimes en personnes malades, il n'est plus possible de rabattre la souffrance sur une subjectivité singulière. La souffrance découle d'un préjudice collectif. Et Rechtman cite beaucoup ici l'exemple des suicides de France Télécom et de Renault à l'appui de cette thèse-là. Alors pour revenir à aujourd'hui, l'expérience de la crise de la Covid-19, sur laquelle donc nous avons travaillé, rappelle évidemment la puissance du paradigme de la souffrance sociale, qu'on en juge par les échos de cette souffrance dans les médias, la crainte du déferlement d'une deuxième vague psychiatrique, et tout à fait récemment, un article du Lancet donc, qui établit des corrélations entre le Covid et la survenue de maladies mentales, en disant que cette maladie en particulier crée beaucoup plus que les autres maladies des troubles mentaux. Dans ce contexte-là, la souffrance des soignants, disons des professionnels du soin et de l'accompagnement, est devenue un sujet majeur de préoccupation politique et évidemment un sujet majeur des médias. Il y a un rapport de la Haute Autorité de Santé qui s'intitule Covid-19, être attentif à la souffrance des professionnels du monde de la santé. Et le titre en lui-même, je trouve, est révélateur du fait que cette souffrance est déjà l'objet d'un usage politique. Le simplisme de cette proposition, donc Covid-19, être attentif à la souffrance des professionnels du monde de la santé, le simplisme de cette proposition est très frappant, comme s'il n'y avait qu'une souffrance monolithique, comme si les professionnels souffraient tous. On va voir que ce n'est pas le cas. Comme si, enfin, cette souffrance ne datait que de la crise. C'est peut-être le présupposé le plus difficile à avaler. Il est important, à mon avis, de rappeler tous ces éléments de contexte pour mesurer à quel point un discours sur la souffrance est nécessairement investi de pouvoirs spectaculaires. Dans un espace social où les souffrances deviennent les enjeux de lutte de légitimité, qui se fait le porte-parole d'une souffrance peut facilement éveiller la compassion, comme l'a montré donc Myriam Revaud-Dallon dans son ouvrage L'homme compassionnel, ou contribuer à la fabrique de héros, susciter des sentiments d'injustice, de ressentiment ou d'inquiétude. Celui qui se fait le porte-parole d'une souffrance peut aussi, à l'égard des souffrants, jouer, et même peut-être jouir, de l'ascendant que lui confère cette position d'écouter attentivement la souffrance des autres, de façon prétendument neutre, sans juger. Dans un article donc publié dans notre revue, donc la Revue française d'éthique appliquée en 2016, que j'ai cité dans la bibliographie, le sociologue Romain Huet a montré comment les pratiques d'écoute de la souffrance, qui cherchent à l'exprimer, à la faire exister dans l'espace social, contribuent en fait à maintenir des rapports de pouvoir entre les écoutants et les écoutés, et à canaliser leur potentiel de transgression sociale en les cantonnant à des rôles de victimes. La socialisation de la souffrance ici, le fait on la considère donc comme sociale, équivaut paradoxalement à la dépolitisation de cette souffrance. Alors évidemment, il s'agit de prendre au sérieux ces critiques de la gestion sociale de la souffrance, mais pour autant de maintenir l'idée que nous avons besoin de ce mot souffrance. Nous pensons que ce mot est nécessaire pour trois raisons. La première, c'est que les gens expriment des souffrances et que face à ces souffrances exprimées,
il serait un peu court et même peut-être faux de répondre qu'ils s'inscrivent systématiquement dans un schéma victimaire. Ce que nous allons voir à la lumière des entretiens, c'est que la victimisation n'est qu'une possibilité ou qu'une facette parmi de nombreuses autres des expressions de la souffrance. La seconde raison pour laquelle nous tenons donc à ce mot souffrance, c'est que toute expression de la souffrance contient en elle-même un potentiel éthique. Plus précisément ou plus clairement, dire ou se dire que l'on ne va pas bien, c'est toujours amorcer, même de façon embryonnaire, une réflexion éthique. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous discuterons la notion de souffrance éthique, donc proposée notamment par Christophe Dejour, en posant la question de savoir si cette expression de souffrance éthique n'est pas pléonastique. Est-ce que finalement toute souffrance n'est pas éthique? Puis la troisième raison qu'il est nécessaire de parler de souffrance, c'est que face à la prétendue irruption d'un seul coup, en mars 2020, d'une souffrance des soignants, la moindre des choses est d'enquêter auprès des professionnels eux-mêmes pour leur demander s'ils souffrent, s'ils souffraient, autrement dit si ces souffrances sont nouvelles, et comment ils les comprennent, comment ils les interprètent. Voilà. Alors, je passe à des considérations un petit peu plus théoriques, au-delà du contexte de la souffrance sociale, sur le concept même de souffrance. Ce concept pose par lui-même, par rapport à d'autres concepts, comme par exemple le concept d'autonomie, ou on pourrait dire le concept d'objectivité, puisque c'est le dernier qui a été étudié, il pose ce concept de souffrance une difficulté épistémologique en plus. Il me semble que pour tous les concepts, la difficulté est toujours d'identifier un critère ou un ensemble de critères qui permettent de définir les limites du concept. Mais avec la souffrance, on se heurte à une difficulté supplémentaire, c'est que quand bien même nous pourrions proposer une définition de la souffrance à peu près stable, à peu près consensuelle, on n'arriverait pas forcément à se mettre d'accord pour dire que cette personne souffre et à mettre le doigt sur un phénomène qui serait la souffrance. La raison en est que les expressions et les manifestations de la souffrance sont très variables, puisqu'elles dépendent de paramètres contextuels multiples, et notamment des conditions de l'énonciation, des intérêts des protagonistes à se dire ou non en souffrance, des tempéraments, des cultures, des langues, des façons de parler, des idiomes, etc. En d'autres termes, à la difficulté théorique d'appréhender les contours du concept, s'ajoute une difficulté épistémologique de s'assurer que les réalités supposées comme telles correspondent bel et bien au concept délimité. Face à cette difficulté épistémologique, plusieurs postures ont été adoptées. La première, nourrie par le courant psychanalytique, est de considérer que seule une connaissance interprétative de la souffrance est possible. Ici, ce qu'on dit, c'est que on ne peut connaître que des souffrances singulières, formulées par des sujets singuliers, et qu'on peut éventuellement considérer comme les expressions de problèmes sociaux. Ici, la technique privilégiée pour appréhender cette souffrance, c'est l'écoute de la souffrance, comme je l'ai évoqué plus haut. Une posture différente consiste, pour surmonter donc cette difficulté épistémologique, à considérer qu'on peut générer malgré tout des données objectives sur la souffrance. On revient à cette question de l'objectivité qu'a très bien présenté Vincent tout à l'heure. Cette posture, donc, qui consiste à chercher donc des données objectives sur la souffrance, c'est incarné dans deux voies privilégiées, ou s'incarne dans deux voies privilégiées aujourd'hui. Celle d'une objectivation de la souffrance, donc elle-même, qui consiste à utiliser des outils psychologiques pour mettre au jour des souffrances au travers d'indicateurs, donc mesure de la qualité de vie au travail par exemple, mesure du stress. Et cela passe aussi
par des techniques qui consistent à objectiver les situations considérées comme les causes de ces vécus objectivés, situations que l'on considérera comme objectivement pathogènes parce que statistiquement associées à des vécus de souffrance. Donc par exemple les maltraitances, les violences, les discriminations, les accidents du travail. Ce champ donc, qui consiste à objectiver des situations potentiellement pathogènes est celui, aujourd'hui très répandu, de la gestion des risques psychosociaux. Donc on a deux postures qui en fait coexistent dans l'espace social, cohabitent l'écoute d'un côté et la gestion des risques psychosociaux de l'autre en fait. Alors, au regard de sa finalité, une réflexion en éthique sur la souffrance ne peut évidemment se bâtir sur aucune de ces deux postures. Pourquoi? Précisément parce que l'éthique ne relève pas du soin. L'éthique n'est pas une technique thérapeutique, elle ne vise pas à soulager des souffrances en les écoutant ou en agissant sur leurs causes objectives ou prétendument objectives, mais précisément à créer les conditions d'une confrontation entre valeurs. Autrement dit, si la souffrance s'importe dans le cadre d'une réflexion éthique, ce ne peut pas être pour savoir si les gens souffrent vraiment, s'il y a des souffrances objectivables au-delà de ce qu'ils en disent, ou n'en disent pas, ou comment soulager les souffrances. Il s'agit moins d'étudier les souffrances pour elles-mêmes dans une réflexion éthique que de les considérer comme des vécus pratiques orientés vers l'action, dans le but de savoir comment les personnes se positionnent et se déterminent ou non à agir pour surmonter ces souffrances. Alors c'est dans cette voie-là que nous nous sommes engagés. Ce qu'on va chercher à identifier, ce sont des stratégies interprétatives, pour le dire plus simplement, d'essayer de voir comment des personnes confrontées à des situations qui mettent à l'épreuve leurs valeurs parviennent malgré tout à maintenir ces valeurs ou à inventer de nouvelles valeurs, en tout cas à se constituer un ensemble de valeurs qui leur fournissent un cadre pour juger et agir tous les jours. Les souffrances sont comprises comme des moments de suspension de la capacité éthique, des moments où on ne parvient plus à comprendre ce qui importe ou à agir suivant ce qui importe, suivant ses valeurs. Donc ces stratégies interprétatives sont déjà des voies de sortie de la souffrance, puisque l'impossibilité de poser des valeurs peut être considérée comme une modalité de la souffrance, comme j'essaye de le dire. Alors c'est ce que dit aussi Paul Ricoeur dans son texte connu, donc, qui s'intitule « La souffrance n'est pas la douleur », publié en 1992. Quand il décrit l'importance de s'estimer soi-même comme une modalité du souffrir, et en écrivant juste après, « Je tiens l'estime de soi pour le seuil éthique de l'agir humain, je m'estime en tant qu'être capable d'estimer des choses, c'est-à-dire de préférer une chose à l'autre en vertu de raisons d'agir ou en fonction de jugements sur le bon ou le mauvais. » Donc la souffrance peut être comprise comme une suspension de la capacité éthique, la capacité à s'estimer, qui est aussi une capacité à estimer les choses, c'est-à-dire une capacité à poser des valeurs. Voilà, un peu comment nous considérons ici la souffrance, autrement dit, comme un concept du sens commun. Finalement, souffrir, c'est... ce qui nous intéresse, c'est précisément quand les gens disent qu'ils ne vont pas bien et qu'ils essayent de comprendre ce qui ne va pas. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, quand les gens disent ce qui ne va pas, qu'ils en viennent aussi à exprimer des valeurs, ce à quoi ils tiennent, et c'est ça qui est intéressant, de façon beaucoup plus ouverte et spontanée, peut-être, que dans le cadre institutionnalisé des groupes de réflexion éthique. Voilà. Voilà pour un peu le cadre théorique de la réflexion. Je vais rapidement dire un mot de ce que nous avons fait donc, dans l'enquête
que nous menons avec Anne-Caroline. On a pour le moment interviewé 35 personnes issues donc des professionnels du soin et de l'accompagnement, et on ne s'est pas limité à une conception fermée du concept de soignant, c'est-à-dire qu'on a aussi interviewé des personnels administratifs et techniques. On a aussi interviewé des travailleurs sociaux, donc on s'est aussi intéressé au champ du social, parce que précisément on s'est dit que on a voulu questionner les frontières de cette communauté des soignants et et les frontières du soin également. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Voilà, on avait préparé un ensemble de questions sur la souffrance, sur la façon dont les gens analysent les causes, les facteurs explicatifs de leur souffrance, et, euh, et comment également ils vivaient l'héroïsation dont ils étaient l'objet en cette période de Covid. Voilà à peu près les questions que nous avons posées. Je vais laisser Anne-Caroline le soin de vous présenter les résultats de ces recherches. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous présenter un petit peu les résultats de notre enquête. Alors donc comme le disait Paul Loup, les professionnels donc nous ont parlé un peu de comment ils se situent face à leur métier, donc c'est-à-dire comment ils vivent leur métier au quotidien, comment ils ont vécu là récemment ce phénomène d'héroïsation, les applaudissements, etc. Comment dire, est-ce qu'ils pensaient ou non changer de métier, etc. Et puis ensuite, ce qui nous semblait important, c'était d'essayer de comprendre comment finalement les professionnels analysent leur souffrance éventuelle, c'est-à-dire à quoi ils l'attribuent, quels sont les facteurs explicatifs, les causes qu'ils invoquent, donc voilà, comment ils l'expliquent, mais aussi dans quelle mesure ils considèrent que cette souffrance, elle aurait pu ne pas être si un certain nombre de choses avaient été anticipées, si les conditions de travail étaient différentes, etc. Voilà, donc on a essayé de comprendre à la fois comment ils vivent leur métier, donc leur vécu, et puis comment ils analysent leur souffrance éventuelle ou leur absence de souffrance, ou pour le dire autrement, comment ils interprètent ce qu'ils vivent. Voilà, donc on a essayé de comprendre leur vécu d'une part, et puis l'analyse qu'ils font de leur souffrance éventuelle d'autre part. Et puis à partir de tout ça, donc on a pu mettre en évidence deux grands axes, deux lignes de partage, pour essayer de clarifier un peu les choses. Donc c'est le schéma que vous avez là sur le PowerPoint. Voilà, donc c'est un schéma, c'est une typologie, hein, donc évidemment c'est forcément réducteur, mais disons que ça nous permet d'avancer dans la réflexion. Donc c'est une façon de présenter nos résultats en rassemblant de façon heuristique l'ensemble des informations sur un seul schéma. Voilà, donc le premier axe, l'axe vertical, la question est, est-ce qu'on se situe soi-même dans une forme d'équilibre ou pas? Donc équilibre versus déséquilibre. Pour le dire autrement, c'est aussi est-ce que est-ce que le professionnel se situe dans une forme de consentement à la situation, ou estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que finalement la situation devrait changer. Le second axe, donc c'est l'axe horizontal. Alors ici, c'est est-ce qu'on considère que la souffrance peut être évitée ou pas? Donc souffrance évitable versus souffrance inévitable. Alors pour le formuler autrement, la souffrance évitable, c'est un peu l'idée que la souffrance serait contingente, donc au sens où elle peut être ou ne pas être, au sens où ses causes sont finalement contrôlables. Alors que la souffrance inévitable, c'est davantage l'idée que la souffrance serait nécessaire, au sens où elle est là de toute façon, et au sens où les causes de cette souffrance sont hors de notre portée, hors de notre contrôle. Alors, avant de présenter les quatre catégories, les quatre types, juste deux remarques préliminaires.
Alors les questions n'étaient pas posées de cette façon-là aux professionnels, hein. Est-ce que vous vous sentez en équilibre ou pas, etc. C'est en analysant les entretiens, c'est en les recoupant les uns avec les autres qu'on a mis en évidence ces deux lignes de partage. Voilà. Et deuxième remarque, avant que je détaille un peu plus, donc vous voyez déjà là que ces deux lignes de partage nous permettent de dégager 4 manières différentes de se positionner face à la souffrance, donc 4 catégories différentes. Donc le pragmatique, l'ascète, le révolté et la victime. Alors il s'agit de catégories, de types, c'est-à-dire que évidemment une personne n'est jamais réductible à une catégorie, même si chez une personne en particulier, un type pourra bien sûr apparaître plus ou moins comme plutôt dominant. Mais évidemment, on ne peut pas mettre chaque professionnel dans une case et dire lui c'est un pragmatique, lui c'est un révolté, etc. Parce qu'évidemment, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Voilà, et aussi il y a le fait qu'une même personne peut glisser d'un type à l'autre selon la nature de la souffrance à laquelle elle est confrontée à tel moment, selon l'explication qu'elle s'en fait à ce moment-là, en fonction du contexte, des circonstances, de son environnement, de son humeur du moment, de son âge, du service où elle travaille, etc. Et donc un soignant pourra avoir tendance à appliquer telle ou telle grille d'interprétation, telle ou telle grille de lecture face à une souffrance qui se présente à lui, et puis à un autre moment appliquer une autre grille d'interprétation face à une autre souffrance. Voilà, donc il s'agit ici de différentes stratégies interprétatives, comme le disait Paul Lou, qui sont finalement des façons pour les professionnels de tenter de comprendre, d'interpréter ce qui leur arrive. Donc des façons d'interpréter, mais c'est aussi finalement des façons de gérer une situation, des façons de donner du sens à leur vécu. Et ce qui nous intéresse aussi ici, c'est qu'à travers ces différentes façons de se positionner, ces façons d'interpréter ce qui se passe, à travers ça, on peut saisir finalement à quoi les gens tiennent, c'est-à-dire quelles sont les valeurs auxquelles ils sont attachés. Alors, je vais commencer avec la première catégorie, donc celle du pragmatique. Donc il y a ici l'idée d'un certain équilibre qui est atteint, et puis l'idée que la souffrance serait évitable. Alors le terme pragmatique, il est dérivé du grec praxis qui signifie l'action. Donc c'est l'idée que par notre action, on peut éviter la souffrance, on peut faire changer les choses et atteindre un certain équilibre. Autrement dit, l'action est vue ici comme un antidote contre la souffrance. Et une psychologue nous disait dans un entretien, je la cite, il y a eu un cran de tension en moins quand les premiers patients sont arrivés. Les soignants ont retrouvé leur moyen de défense habituel, c'est-à-dire l'action. Voilà. Et je vous lis un autre extrait d'entretien avec une médecin en médecine interne. Donc je cite, tout le monde dit qu'on a un coup d'avance dans notre hôpital. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on a toujours essayé d'anticiper, de réfléchir, mais d'une manière pragmatique, je dirais. Et je pense que ça nous a aidés parce qu'en fait, on n'a jamais été sous la vague. Donc, ce qui importe ici, c'est de pouvoir exercer son autonomie, d'agir de façon autonome. Donc on voit ici que pour le pragmatique, entre guillemets, la valeur importante qui s'exprime, c'est l'autonomie, ou on peut dire aussi l'autodétermination. Donc il s'agit de se débrouiller pour pouvoir être autonome, pour pouvoir prendre ses propres décisions. Et alors à partir de ce moment-là, notre travail retrouve du sens et on ne souffre plus, si on schématise un peu. Donc ici, c'est l'idée que les contraintes elles peuvent être surmontées par l'action volontaire du sujet et les actions qu'il va mettre en place permettent d'aboutir à un mieux-être. Alors, la souffrance ici, elle sera principalement interprétée, expliquée par l'impossibilité d'agir de façon autonome. Donc, le principal facteur avancé pour expliquer la souffrance sera l'impossibilité d'agir de façon autonome. Le fait d'être forcé d'exécuter la décision d'un autre, le fait, en somme, d'être réduit à un exécutant. Voilà, donc c'est ainsi que la souffrance sera expliquée dans ce type-là, dans cette stratégie interprétative-là. Elle sera expliquée ainsi davantage que par des conditions de travail difficiles, par exemple. Alors même si évidemment les conditions peuvent être difficiles, hein, des horaires à rallonge, etc.
Mais à partir du moment où l'autonomie n'est pas bridée, eh bien, à partir du moment où elle peut s'exprimer, c'est ça qui importe le plus. Voilà, alors ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de contraintes institutionnelles, mais l'attitude pragmatique consistera à tenter de s'adapter à ces contraintes en parvenant par exemple à les contourner de façon diplomatique. Et si on considère par exemple les conflits entre collègues ou les conflits, les conflits hiérarchiques, face à cela, il s'agira d'agir, de trouver un moyen concret, une action concrète pour transcender ces conflits. Et de même ici, si on est confronté à un dilemme, si on applique cette grille interprétative pragmatique, eh bien, face à un dilemme, eh ben, on réunit l'équipe, on se concerte, on prend une décision de façon collégiale. Et finalement, une fois que la décision est prise, le dilemme sera considéré comme résolu et par la même occasion, la souffrance, elle aussi, sera résolue. Voilà, donc c'est un peu l'idée qu'il n'y a pas de problème sans solution finalement. Alors pour illustrer encore cette catégorie-là, je vous lis un extrait d'entretien avec une psychologue qui déclare qu'elle souffrait avant la crise, mais qu'il y a un mieux depuis, qu'il y a un mieux depuis parce qu'elle a pu retrouver une certaine autonomie justement. Alors elle dit, je cite, je souffrais avant d'une certaine manière, mais là, il y a un sentiment de pouvoir sortir du cadre habituel, intellectuellement, de pouvoir être amené à participer à l'amélioration des conditions de travail, de sortir de ma fonction première, de pouvoir montrer qu'on réfléchit, qu'on a une pensée qui peut contribuer à quelque chose. Cela fait bien longtemps que ce n'était pas arrivé. C'est paradoxal, mais en fait, il y a du mieux. Pour une fois, j'ai le sentiment que ma fonction est pleinement utilisée. Je ne suis pas bridée dans ma fonction de réflexion. Voilà. Alors pour finir sur cette stratégie-là, une démarche pragmatique, elle peut aussi se traduire par une attitude de désobéissance. Je vous prends l'exemple d'une infirmière en santé au travail qui a décidé de désobéir à un ordre au risque d'être licenciée. Et elle décide de désobéir pour rester en accord avec ses valeurs, en l'occurrence ici le respect du secret médical. Donc, elle nous dit, je cite, un beau jour, on nous a dit, vous avez un tracking à faire sur les salariés qui ont le Covid. Et dans le tableau à remplir, il voulait tout un tas de choses. Quand on a rentré les premières personnes, on nous a dit, mais dans les commentaires, il n'y a pas de détails. J'ai dit, tu n'auras pas les détails, tu as beau me donner l'ordre, je ne noterai pas. Je suis au secret médical. Voilà, alors juste pour préciser, il s'agit ici d'une forme de désobéissance particulière qui se rapproche plus de l'application de la clause de conscience. On n'est pas ici dans l'idée d'une désobéissance au sens d'une insurrection ou d'un mouvement collectif visant un renversement. Cette dernière forme de désobéissance, donc au sens d'une insurrection, on la retrouvera plutôt dans la stratégie de la révolte. Alors, j'avance. Donc, je vais passer à la deuxième catégorie, donc la 7. Alors, il y a toujours ici l'idée d'un équilibre qui est atteint, mais contrairement à la lecture pragmatique, la souffrance sera vue comme inévitable ici. Alors, le terme ascète, ça vient du grec askétès, qui signifie qui s'exerce. Dans l'Antiquité, c'est un mot qui désigne l'exercice de l'athlète qui s'entraîne, qui cherche à se perfectionner à travers une pratique quotidienne. Alors, le principe de l'ascétisme, c'est de se confronter à la souffrance pour atteindre par l'entraînement une certaine maîtrise de soi. Alors, on considère ici qu'il y a une souffrance qu'on ne peut pas supprimer, qui est là fatalement, qui ne dépend pas de nous, et il s'agit finalement de l'accepter. Et la seule chose qu'on peut contrôler, c'est l'attitude intérieure que l'on adopte face à cette souffrance. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est de s'exercer pour atteindre une certaine maîtrise de soi face à ça, face aux événements difficiles. Et pour y parvenir, ça suppose de renoncer à un certain nombre de choses, de se priver d'un certain nombre de choses, et on fait cela en vue d'un plus grand bien. Alors pour le soignant, il s'agit de trouver un équilibre dans le don de soi-même, enfin, ou du moins dans le don d'une vie de soi-même aux autres. Et les soignants qui ont cette grille interprétative porteront également souvent l'idée que être là pour les autres, se confronter à leur souffrance, eh bien, cela donne sens au métier. Et une auxiliaire de vie nous disait dans un entretien, en parlant d'un de ses patients, je cite, sa souffrance, c'est ma souffrance.
Voilà, on retrouve un peu ici l'idée d'une sorte de sacerdoce finalement. Je vous cite également ces mots d'un infirmier hospitalier. Pendant le pic, on a vécu des choses affreuses, mais au moins la souffrance était légitime et on souffrait pour de bonnes choses. En revenant à la maison, on se disait je souffre, mais au moins j'ai fait les choses bien, je l'ai accompagné. Il y a dans ces propos l'idée que ça a du sens de supporter certaines souffrances à partir du moment où on le fait au nom d'un plus grand bien. Les professionnels qui ont cette grille d'interprétation sont souvent très exigeants envers eux-mêmes. Typiquement, ils n'hésiteront pas à faire des heures supplémentaires sans se plaindre. Ils n'hésiteront pas à réduire leur temps de sommeil ou de pause pour se consacrer aux patients, etc. Voilà. Alors, comme vous le savez sans doute, Nietzsche a développé une critique très violente de l'ascétisme. Pour lui, l'ascétisme, c'est une haine de soi finalement qui aboutit à terme à se détruire la santé. Alors la santé au sens nietzschéen d'élan vital. Et Nietzsche parle d'oubli de soi. Donc c'est l'idée que dans sa dévotion pour l'autre, l'ascète risque de s'oublier au passage. Et effectivement, si le professionnel s'enferme dans cette seule grille de lecture, eh bien, il y a le risque de s'oublier au passage et de s'épuiser. Et puis, ensuite, il faut considérer aussi que l'ascétisme vise un perfectionnement, une maîtrise de soi, toujours plus, toujours plus parfaite. Et dans cette quête de perfection, si le soignant commet une erreur, si une faille vient à s'exprimer chez lui, s'il se rend compte qu'il a dévié de la droite ligne qu'il s'était fixée, eh bien, il pourrait être tellement déstabilisé par la découverte de son imperfection qu'il pourra basculer et devenir une victime si cette déstabilisation n'est pas pondérée par une dose de révolte et de pragmatisme. Donc pour finir sur cette grille de lecture, il y a aussi l'idée que face à un dilemme, alors ici on peut aussi se concerter et prendre une décision, mais contrairement à la grille de lecture pragmatique où finalement une fois que la décision est prise, eh bien ça va mieux, ici on va considérer que la concertation a permis de faire avancer la réflexion, mais malgré tout il subsistera toujours un doute, une inquiétude, une tension éthique, voilà, il y aura toujours une souffrance irréductible dans l'existence. Alors, je passe à la troisième catégorie, celle de la victime. Alors, concernant ce type-là, il y a l'idée donc d'un déséquilibre et puis d'une souffrance inévitable. Alors souvent, c'est le professionnel qui se retrouve en fait dans un moment de rupture. Il y a un moment de basculement ou de sidération suite à un traumatisme, une blessure, un accident ou une erreur médicale. Et en cas d'erreur médicale, d'ailleurs, le docteur Eric Gallam parle du professionnel comme de la seconde victime. Alors, je vous lis ces mots d'un infirmier en SIAD qui, en quelque sorte, anticipe avec crainte la possibilité de devenir victime. Donc, il dit, je cite, pour l'instant, j'ai aucun de mes patients qui est contaminé. Ma seule crainte, ce serait d'en contaminer un par accident. D'ailleurs, si ça m'arrivait, je ne sais pas si j'arriverai encore à travailler. Alors, on pourra avoir tendance à penser ici que le problème vient de la personne elle-même plutôt que de l'environnement. Donc voilà, tel soignant souffre, tel soignant a fait un burn-out, tel soignant s'est suicidé, mais il faut dire qu'il était dépressif depuis longtemps, il avait une histoire personnelle compliquée, et puis sans doute qu'il n'était pas fait pour ce métier. Voilà, c'est le genre de discours qui peut être entendu, mais ça peut aussi mais ça peut être la victime elle-même qui pense ça, c'est-à-dire que le problème vient d'elle. Je pense ici aux étudiants en santé de manière générale, hein, aux étudiants infirmiers, aux internes qui sont victimes de harcèlement, de violences, qui ne sont pas encadrés correctement, etc. Euh, alors, à ce propos, un psychologue nous disait en entretien, en parlant d'élèves infirmières pendant la première vague, je cite, elles sont arrivées pour aider et très clairement, elles ont eu l'impression d'être laissées à l'abandon, d'être maltraitées, d'être prises pour des larbins. Ce qui donne de la souffrance, c'est quand quelqu'un ne sait pas ce qu'on a de lui, il y a une grande souffrance parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Voilà. Alors parmi ces étudiants, un certain nombre vont avoir tendance à penser que le problème vient d'eux et à partir de ce moment-là, ils ne vont pas considérer que peut-être c'est au niveau de l'organisation qu'il y a des défaillances. Et alors, lors d'une webconférence qu'on avait organisée en septembre dernier,
Cécile Vinot, qui est formatrice dans un institut de formation pour aides-soignants, nous parlait des élèves aides-soignants dans le contexte de la crise qui ont dû aller remplacer dans les EHPAD parce qu'il y avait un manque de personnel. Et elle nous disait que beaucoup ont souffert parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça, ils n'étaient pas suffisamment formés, ils manquaient d'expérience. Certains se sont retrouvés seuls dans des services sur des étages entiers. Et alors, elle nous disait qu'étrangement, il n'y avait pas eu de mouvement de révolte de la part de ces élèves, comme si finalement ils considéraient que cette situation était normale, enfin, qu'il était normal qu'ils soient appelés comme renfort. Voilà. Alors après, un professionnel, un soignant peut tout à fait considérer qu'il est victime de ce genre de situation. Il peut tout à fait considérer que l'organisation est défaillante, qu'il est victime de conditions de travail dégradées et que la responsabilité donc est bien d'ordre collectif. Mais pour autant, il ne sera pas dans la révolte, sans doute en raison d'un certain fatalisme. Donc, c'est-à-dire voilà, se dire que la situation ne changera pas. Donc à quoi bon dépenser de l'énergie à aller manifester, à aller se syndiquer, puisque mon action n'y changera rien de toute façon. Voilà, donc c'est l'idée qu'on peut se trouver dans une situation de déséquilibre, une situation qui ne nous convient pas, à laquelle on ne consent pas, et se dire que dans l'idéal, les conditions de travail devraient être différentes, mais que de toute façon, elles ne changeront pas. Alors, face à cette souffrance qui est ici considérée comme inévitable, on peut voir différents cas de figure, différentes trajectoires, différentes manières de s'en sortir. Le professionnel peut décider de continuer à exercer malgré tout, au risque de s'épuiser, de s'enfoncer dans la dépression, voire de se suicider. Mais il peut aussi décider d'abandonner son métier ou bien de changer de mode d'exercice pour se protéger. Alors, je vous cite ces mots d'une infirmière libérale. Je n'en pouvais plus, je ne voulais pas être un mauvais soignant, donc j'ai préféré partir de l'hôpital parce qu'on se retrouve à faire des soins à la va-vite, on se retrouve dans des galères pas possibles. Voilà, donc l'idée ici, c'est finalement de prendre acte de la situation, peut-être réussir à reconnaître qu'on est devenu victime d'une situation qui ne changera pas, ou du moins pas assez vite, et savoir en quelque sorte rendre l'arme et se dire voilà, je n'en peux plus, c'est trop pour moi, je peux rien contre cette souffrance, et donc tout ce que je peux faire, c'est fuir cette situation. Alors il y a aussi, à mon sens, une autre forme de fuite pour le professionnel qui est victime, une autre façon de gérer la souffrance et de se retrouver dans un semblant d'équilibre, c'est finalement de se protéger derrière des protocoles et des recommandations, d'appliquer les protocoles de façon machinale, en devenant une sorte de robot imperméable à la souffrance. Et selon moi, les professionnels qui finissent par agir ainsi, qui finissent pour certains par devenir maltraitants avec les patients, ces professionnels-là peuvent aussi être considérés comme des victimes. Voilà. Alors, parfois, il est aussi possible d'adopter une autre grille d'interprétation, d'adopter par exemple une posture de révolte, comme une assistante sociale par exemple qui nous disait en entretien être passée par une période où elle ne s'est pas posé de questions, où elle a supporté une situation qui n'était pourtant pas normale et une situation qui l'a épuisée. Mais sur le moment, elle s'est dit bon, bah, c'est comme ça, on n'a pas le choix, il faut le faire. Et après coup, avec du recul, elle s'est rendue compte que cela aurait pu se passer autrement. Et elle nous dit, je cite, on a eu une charge mentale en plus qu'on aurait pu ne pas avoir. Voilà. Et depuis, cette assistante sociale a décidé de devenir plus militante, de se mobiliser davantage pour faire reconnaître ses droits. Donc en somme, voilà, si on schématise, elle est passée de victime à révoltée. Alors, je termine sur la catégorie du révolté, justement. Donc il y a aussi l'idée d'un déséquilibre ici, mais l'idée que la souffrance est évitable. Donc autrement dit, la situation telle qu'elle est injuste et source de souffrance. Et cette situation peut et doit changer. Alors contrairement à la grille d'interprétation précédente de la victime, on aura plutôt donc la victime, on aura plutôt tendance à penser que le problème vient de la personne elle-même plutôt que de l'environnement. Ici, pour le révolté, le facteur explicatif principal sera exogène plutôt qu'endogène. Donc, la source du problème, c'est l'institution, c'est les décideurs, c'est les pouvoirs publics, ou alors c'est les autres collègues, hein, ceux qui sont restés planqués entre guillemets pendant la vague. Donc, voilà, autrement dit, pour le révolté, il y a l'idée d'une responsabilité collective. Et puis ici, la souffrance, elle est considérée comme évitable. Alors, je vous lis un extrait d'entretien qui est assez parlant d'une infirmière libérale.
Alors je cite: «J'ai 2 collègues qui sont morts. Si des choses avaient été faites, ils ne seraient peut-être pas morts. J'en veux vraiment au gouvernement qui ne nous entend toujours pas, à la direction qui ne nous entend toujours pas. Il faut vraiment que le gouvernement ouvre ses oreilles. Il y a un ras-le-bol, ça va partir en vrille.» Et un autre verbatim encore d'un infirmier hospitalier: si le mode de management ne prend pas soin de moi, comment voulez-vous que je puisse prendre soin des autres? Je ne suis pas moine, j'ai le droit de vivre moi aussi.» Voilà. Alors, si contrairement à l'ascète tout à l'heure, chez l'ascète, la confrontation à la souffrance de l'autre est vue comme une souffrance inévitable, qu'il s'agit de supporter, d'accepter. Pour le révolté, ici, au contraire, cette souffrance, elle peut être vue comme évitable. Alors, je donne un exemple. En entretien, on a eu une sage-femme qui nous parlait de ce qu'elle ressent quand elle est confrontée à la souffrance de patientes qui attendent leur péridurale. Voilà, elle nous dit qu'elle les entend crier de douleur, mais qu'elle ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Et selon cette sage-femme, cette souffrance qu'elle ressent alors, elle nous dit qu'elle est créée, c'est le terme qu'elle emploie, hein. On a créé de la souffrance. Donc autrement dit, cette souffrance, elle pourrait être évitée, parce que si ces femmes ne peuvent pas avoir une péridurale à temps, c'est parce qu'il n'y a pas de place, parce que le service est plein, ou parce qu'elles manquent de temps pour libérer la salle de naissance à temps, etc. Donc autrement dit, si on donnait aux soignants les moyens de bien faire leur travail et d'agir selon leurs valeurs, eh bien cette souffrance pourrait être évitée, ou du moins elle pourrait être limitée. Alors pour finir sur cette catégorie, chez Albert Camus, l'homme révolté, c'est pas seulement quelqu'un qui dit non à une situation qu'il juge injuste ou intolérable, c'est aussi celui qui dit oui, c'est-à-dire qui affirme et lutte pour une vision du monde, donc ici une certaine vision du soin. Et puis l'homme révolté chez Camus s'inscrit nécessairement dans un collectif, hein, il dit je me révolte donc nous. Voilà, donc ce mouvement collectif n'est pas simplement soudé dans un contre le manque de moyens, contre la T2A, etc. Mais il s'agit aussi de défendre une certaine vision du soin, notamment remettre le patient au centre des préoccupations, etc. Voilà, alors donc je conclus. Alors, donc notre propos ici n'est pas de défendre une stratégie interprétative en particulier contre les autres. On affirme simplement qu'il existe une pluralité de stratégies interprétatives et puis une infinité de combinaisons possibles de ces différentes stratégies. Donc finalement, ce schéma, selon nous, a surtout une fonction heuristique pour 3 raisons. Donc, premièrement, il permet de se situer soi-même en tant que soignant, en tant que professionnel, de mettre des mots sur sa propre grille interprétative, de mettre des mots sur la façon que l'on d'interpréter ce qui nous arrive. Deuxièmement, il permet de prendre conscience qu'il est possible de penser différemment, que du moins d'autres professionnels interprètent les choses différemment, autrement que soi-même. Et troisièmement, il permet de comprendre que finalement, ce qui est nocif, c'est de s'enfermer dans une seule grille d'interprétation et que dans l'idéal, les différentes stratégies devraient pouvoir cohabiter les unes avec les autres sans que l'une s'impose au détriment des autres, sans que l'une prenne toute la place sans être pondérée par les autres. Et puis par ailleurs, pour finir, les réponses proposées pour soulager la souffrance des soignants sont souvent assez simplistes, comme s'il n'existait qu'une seule souffrance des soignants en un seul bloc, comme le disait Paul Lou tout à l'heure. Et ce schéma, aussi réducteur soit-il, a le mérite de rendre rapidement lisible le fait que les professionnels n'ont pas tous le même corpus de réaction face à la souffrance et que par conséquent, on ne saurait proposer une réponse unique et simpliste pour gérer ce phénomène complexe. Voilà, je vais laisser maintenant rapidement la parole à Paulo qui va conclure en abordant brièvement, je ne sais pas si on aura le temps, mais le concept de souffrance éthique en quelques mots. Paulo, je te laisse la parole. Oui, ce sera vraiment très rapide. Comme je vois qu'il n'y a pas de questions, voilà, c'était simplement pour ouvrir la réflexion, en fait, plus que pour conclure, plus que pour la conclure, sur cette idée de souffrance éthique qui a été donc développée. Vous m'entendez? C'est toujours perturbant hein, de prendre la parole, on sait. Mais non, mais on Oui. t'entend très bien. Et on Oui. te voit aussi. Hein. Merci. Ouais. Donc ce concept qui a été défini donc qui a été défini par Christophe Dejour, mais aussi avant cela, en 1984, par un chercheur en soins infirmiers qui s'appelle Andrew Jempton, donc dans un article en 1984,
Jempton définissait donc la souffrance éthique, alors en anglais c'est moral distress. La souffrance éthique a lieu lorsqu'on sait quoi faire, on sait quelle est la bonne chose à faire, mais les contraintes institutionnelles rendent quasiment impossible la poursuite de cette action. Voilà. Donc deux critiques, deux points, deux réflexions par rapport à cette définition. D'abord, d'après ce qu'on a présenté et surtout ce que Anne-Caroline vient de présenter, il semble que toute souffrance soit éthique, au sens où les 4 stratégies décrites relèvent de positionnements éthiques visant à donner sens à ce qui arrive et à défendre des valeurs ou à créer de nouvelles valeurs, comme je le disais. Et par conséquent, le concept de souffrance éthique semble perdre de son caractère opératoire pour décrire la souffrance et être plus source de confusion que de clarification. La deuxième question qu'on pourrait poser à partir de ça, c'est que, alors en particulier chez Jempton que je viens de citer, la souffrance éthique doit faire l'objet de prévention, de stratégies visant à l'atténuer, voire à l'éliminer. Et là, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que toute souffrance éthique, mais du coup toute souffrance, si toute souffrance est éthique, doit être prévenue et doit faire l'objet d'une stratégie visant à l'atténuer ou à l'éliminer. Si on pense par exemple au dilemme éthique ou à l'incertitude, on peut faire l'hypothèse que ce sont là des éléments absolument essentiels de l'activité des soignants, et que sans doute il nous faut être plus précis dans l'identification de la mauvaise souffrance, disons. Voilà, c'était simplement les deux points que je voulais ajouter sur la souffrance éthique. Il nous reste 2 minutes pour des questions. Voilà. Alors, je ne comprends pas en quoi toute souffrance est éthique. Alors, nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que les stratégies qu'on a évoquées relevaient à chaque fois de positionnement éthique, au sens où il s'agissait à chaque fois d'exprimer ce à quoi on tenait. Bon, c'était évident dans certains verbatim qu'Anne-Caroline a cité, hein, quand je ne sais plus, celui où le soignant disait j'ai le droit de. Je ne sais plus exactement quelle était la formule, mais on voit que quand même le champ lexical est toujours celui de l'éthique, en fait, à chaque fois dans ses positionnements. Euh, et que de ce point de vue-là, il nous semble que toute souffrance peut être considérée comme éthique dans le sens où elle est la source, lorsqu'elle est analysée, d'un positionnement éthique. Voilà, c'est ce que je disais au départ, hein, quand on essaye de réfléchir sur ce qui ne va pas, donc d'essayer d'analyser les causes de ce qui ne va pas et comment cette souffrance est arrivée et comment elle pourrait être évitée. Nécessairement, on bascule tout de suite dans la réflexion éthique, euh, que l'on soit plutôt une victime, plutôt un ascète, plutôt un pragmatique ou plutôt un révolté. Attendez, alors voilà. La question de l'héroïsation, on ne l'a pas traitée. Non, on ne l'a pas traitée parce qu'on n'avait pas le temps. Donc voilà. Mais la question de l'héroïsation, on l'a traitée c'est dans le hors-série des cahiers de l'espace éthique. Oui. Il y a un article sur le sujet et puis et dans la revue AOC également, c'est la reprise de cette réflexion qu'on a menée sur l'héroïsation. Donc là, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais voilà. Mais effectivement, on a réfléchi à cette question et puis. Alors, je suis désolée, Paulou, j'ai pas entendu ce que tu disais, ça a grésillé pendant que tu parlais, mais c'était une des questions qu'on posait aux professionnels de savoir comment ils avaient ressenti ça, les applaudissements, ce mouvement d'héroïsation.
Voilà, et en 2 mots, dans l'article qu'on a écrit, on est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'une pseudo-héroïsation, en fait, en démontant point par point ce que c'était qu'une réelle héroïsation, et, voilà, et en montrant que là, ce n'était pas le cas. Très bien. Est-ce que c'est bon? Vous avez répondu à toutes les questions? Vous voulez Non, encore non, j'ai pas répondu à toutes les questions. Alors Euh, vas-y, vous pouvez prendre ouais. encore un peu de temps, pas de souci. D'accord, ouais. Alors, certains soignants ne dévoilent pas toujours leur souffrance. Alors, je ne sais pas si Anne-Caroline voudra répondre. Et la mauvaise souffrance, bien sûr, on ne l'oublie pas. Euh, c'est effectivement une limite, hein, de notre enquête, c'est que nous n'avons pu finalement voir que les souffrances que les personnes exprimaient. Mais en même temps, c'est pas une limite qui met vraiment en cause les résultats qu'on propose, parce qu'encore une fois, l'idée, c'était pas d'avoir c'était pas de mesurer le niveau de souffrance dans la communauté des soignants. Ça, d'autres le font en psychologie sociale, par exemple. Voilà, c'était pas du tout l'enjeu. L'idée, c'était de parvenir à travers l'expression de souffrance à des discours éthiques. Donc c'était ça l'enjeu. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Bah, peut-être l'idée de, enfin, voilà, ça dépend de la temporalité. Je pense que peut-être que dans le feu de l'action, certains soignants peuvent être dans une forme de déni aussi, et se rendre compte après coup, en fait, avec le recul, qu'à tel moment il y avait une souffrance, etc. Donc, c'est pas, enfin, il y avait quand même beaucoup d'entretiens qu'on a fait où voilà, où les soignants nous disaient, voilà, sur le moment, je me rendais pas compte que je souffrais, mais il y a un cheminement aussi. Et alors sur la mauvaise souffrance, donc je sais pas si tu avais commencé à répondre, Paul Lou, Non. mais rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que, mais ça, je crois que tu l'avais déjà abordé tout à l'heure, c'est que enfin, la question qu'on se pose, c'est finalement la souffrance qui est induite par l'incertitude ou par la présence d'un dilemme. Selon nous, c'est pas évident que ce soit une mauvaise souffrance. Enfin, voilà, alors je sais pas comment l'appeler, mais est-ce que c'est pas là une souffrance euh, légitime, ou voilà, est-ce que c'est vraiment une souffrance qu'on doit chercher à amoindrir ou à éliminer? Euh, et la mauvaise souffrance, du coup, ce serait, selon nous, une souffrance, voilà, quand il y a des contraintes, en fait, quand il y a des contraintes institutionnelles qui sont injustes, ou voilà, qui empêchent à l'agent euh, de, de, de mettre en pratique ses valeurs, en fait. Quand il y a quelque chose de l'ordre d'une injustice qui empêche le soignant de poursuivre ses valeurs, voilà. Je pense qu'en gros, c'est un peu notre idée. Ouais, c'est un peu l'idée, sauf que c'est vrai que l'expression est un peu malheureuse. Mauvaise souffrance, bonne souffrance, c'est pas à nous de dire ce qui est Mm. une bonne ou une mauvaise souffrance. Mais disons que il faudrait préciser la question, et c'est davantage la question de savoir quelles sont parmi les souffrances évitables, enfin, quelles sont celles quelles sont celles qui sont liées à l'institution, et quelles sont celles qui font partie en fait du métier du soin, parce que un métier du soin est un métier de confrontation à la souffrance. Donc c'est ça un peu qu'on peut essayer d'esquisser, c'est que il y a peut-être à distinguer entre les souffrances qui sont institutionnelles et les souffrances qui sont constitutives peut-être du métier du soin, même si cette distinction, elle est très difficile à établir, euh, que sans doute on ne peut pas l'établir a priori. Il faut l'établir à partir des contextes. Voilà. Et puis, là, il y avait une dernière question, puisqu'on a le droit à, il
Euh, avez-vous pu déceler une souffrance différente liée au Covid, ou plutôt une confirmation ou une exacerbation d'une souffrance préexistante et de nouvelles stratégies? Tu peux répondre à ça, Anne-Caroline, parce que il me semble que Alors, une souffrance différente liée au Covid, confirmation, exacerbation, et une nouvelle stratégie. Euh, dans les entretiens qu'on a menés, il y avait il y avait différents cas de figure. Enfin, il y avait un peu tous les cas de figure, en fait, des soignants qui nous disaient qu'ils souffraient déjà avant et qu'en fait, le Covid a exacerbé les choses, les a rendues encore plus visibles. D'autres qui allaient plutôt bien avant et qui ont beaucoup souffert ces derniers mois. Euh, et puis d'autres à l'inverse qui allaient pas bien avant, mais qui paradoxalement allaient mieux pendant la crise voilà, parce qu'il y avait parce que les équipes ont retrouvé plus de solidarité, parce qu'ils retrouvaient le sens de leur métier, parce qu'à certains endroits, les moyens ont été mis et que du coup, il y avait plus il y avait plus cette question du manque de moyens, qu'ils ont pu retrouver le sens du soin, de remettre le patient au centre, etc. Donc, il y avait un peu tous les cas de figure. Donc, voilà ce que je peux dire. Ouais. Et nouvelles stratégies propres à la période du Covid. Bah, peut-être que, je sais pas, là, je réfléchis en parlant, mais peut-être que la stratégie interprétative de la CET, peut-être qu'elle est peut-être plus marquée en période de crise, enfin, voilà, face à un événement qu'on maîtrise pas, qui nous tombe dessus comme ça. Ouais, c'est une hypothèse. ouais, alors je vais répondre à la question je vais revenir sur la question de savoir si les souffrances sont forcément éthiques, hein, la question de Monsieur Dors. Euh, ça me permet un peu de développer ce qu'on avait dit. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'à partir de la réflexion qu'on a faite, c'est que oui, toutes les souffrances sont éthiques. Je pense que même dans la position de la victime, c'est-à-dire même dans une interprétation où les choses sont comme ça, où les choses, donc dans une interprétation assez fataliste du monde, même dans cette vision-là, il semble que ce soit que ce soit un positionnement éthique que de se présenter le monde ainsi. Euh, voilà, je voudrais citer ici un livre d'une philosophe américaine qui s'appelle Judith Sklar, où elle travaille sur ce qu'est une injustice et où elle essaye de distinguer ce qui relève du malheur, de la misfortune et de l'injustice. Hein. Et elle dit que finalement la frontière entre les deux, elle n'est pas, on ne peut pas la fixer a priori, c'est-à-dire que c'est en soi-même un choix éthique que de dire ce qui est injuste ou ce qui est malheureux. Par exemple, un tremblement de terre, a priori, on peut considérer que c'est l'effet du hasard, l'effet de la malchance, etc. En analysant un peu plus la situation, on peut tout à fait mettre en cause la robustesse des maisons, le fait d'en avoir construit ici plutôt qu'ailleurs, etc. De la même façon, dans l'exemple que citait Anne-Caroline de la sage-femme confrontée donc à à la douleur des femmes, au début, elle a l'air de penser que c'est comme ça, et puis peu à peu, en discutant avec elle, elle dit la souffrance est créée. Donc on voit bien ici les deux positionnements finalement entre une souffrance, la douleur de l'enfantement, quelque chose de constitutif, c'est comme ça, et puis finalement que cette souffrance s'exprime ici de cette façon-là, finalement on peut identifier des causes institutionnelles. Voilà. Je vous propose qu'on s'arrête là, en tout cas. Merci Ok, comme vous beaucoup, voulez. Ouais. Paul Lou, merci Anne-Caroline.
Voilà, c'est une Merci belle à vous. exploration de la notion de souffrance que vous avez fait là, qui va se continuer, puisque votre travail est en cours, hein, votre enquête, même s'il y a eu des publications intermédiaires. En tout cas, bravo, c'est passionnant. Et je crois qu'il va y avoir un lien avec la présentation d'après, puisque la souffrance éthique a quelque chose à voir avec les valeurs, en tout cas avec peut-être le déni de certaines valeurs ou des conflits de valeurs en situation. Et c'est précisément ce qu'Amélie Petit va essayer d'explorer maintenant dans son intervention. Est-ce que, Amélie, tu es prête?